Donc, n'oubliez pas, coupez votre micro et remettez-le. Bon, quand je parle. Bonjour à tous. Nous nous donnons quelques secondes pour attendre les derniers participants. Hello everyone. Let's wait for a few seconds for the last participant. Pour votre information, cette session va être en français et vous devrez avoir un traducteur. Normalement, vous pourrez accéder au traducteur. For your information, this session will be done in French, so you can access translation to the translation link. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Diane Moyer, je suis la conseillère nutrition pour les pays francophones pour Concern Worldwide. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un cas d'étude sur le DRC et sur le Niger. Avec nous, nous avons donc Dr John Mugunga, qui est le coordinateur du ProRanut, qui est l'organisme de la nutrition au Congo. Et nous allons avoir également avec nous Dr Até Sanoussi, qui est le chef de division de la prise en charge des troubles de la nutrition dans le département nutrition au Niger. Docteur Até a eu quelques petits soucis de connexion. Nous espérons qu'il pourra nous rejoindre très prochainement. Donc, sans transition, je vais laisser Docteur Mugumba présenter et je vous remercie et je vous souhaite une bonne session. À vous, Docteur Mugumba, une fois que la présentation est en ligne. Merci, merci pour ce moment précieux. Nous allons devoir vous présenter cette étude des cas sur les facilitateurs et obstacles du passage à l'échelle des services de prise en charge de l'émancipation en République démocratique du Congo. Et là, spécifiquement, nous allons prendre une des 26 provinces et contre la RDC, c'est le Tanganyika. Globalement, la RDC a une situation nutritionnelle qui demeure préoccupante malgré les efforts fournis ces 2 dernières décennies pour améliorer l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans. Donc, la dernière enquête mixte de 2018 qui a été menée révèle 42% d'enfants qui souffrent du retard de croissance et 2% d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère, ce qui représente environ 1 million d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition aiguë sévère sur l'ensemble du pays. Prochain. Alors, la situation dans la province, spécifiquement dans la province du Tanganyika, mais elle est prometteuse parce que depuis 2007 jusqu'à ce jour, nous avons senti qu'il y a une diminution de la prévalence de la malnutrition aiguë. Et aujourd'hui, nous sommes à 4% de prévalence de la MAG, mais cette prévalence, elle cache aussi beaucoup de disparités au sein des zones de santé parce que la province du Tanganyika en a 11 et il y a des provinces qui sont les plus touchées avec 12,5% comme Ankoro, mais il y a aussi des provinces qui semblent être peu touchées comme Yemba où nous avons un taux de prévalence autour de 3,3%. Prochain. Alors, depuis 2012 jusqu'en 2020, ça fait à peu près 9 ans. Donc, si vous regardez le graphique qui est devant nous, nous sentons vraiment une marche en zigzag. Donc, parce que tout simplement, si vous observez très bien, en rouge, ce sont des zones de santé qui ont intégré la PCIMA. Et vous avez, en 2012, il y avait 9, 2013, c'est 11. Donc, les 11 zones avaient intégré. Mais au sein de ces zones de santé, en fait, il y a des aires de santé. Le minimum, c'est 20 par zone. Il y a des zones qui ont 25. Donc, la couverture interne était très faible de 2012 jusqu'en 2019. Donc, et si vous regardez les chiffres des admissions, ça augmente ou ça baisse selon que les zones de santé ont accédé et ont été appuyées, ont eu des projets
de prise en charge de la malnutrition aiguë. Mais en 2020, on a vu une explosion des cas d'admission. On est allé jusqu'à 61 000 et ça a connu, en fait, le 2020 a connu aussi une amélioration de la couverture interne des zones de santé. Plusieurs zones de santé ont eu des couvertures au-delà de 50% des aides de santé qui ont fait l'apaisement. Diapo. Alors, quels sont les principaux succès enregistrés au cours de ces 9 ans de mise en œuvre de l'apaisement dans la province du Tanganyika en RDC? D'une part, nous avons la détection des cas avec un dépistage actif et passif systématisé. Donc, au niveau de la communauté, vous avez des relais communautaires qui passent de ménage à ménage pour identifier les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition, les femmes enceintes et les femmes allaitantes qui souffrent de la malnutrition. Et ça se fait de façon systématique, mais aussi au niveau des structures de santé où l'on fait le dépistage passif chez les enfants de moins de 5 ans et aussi les femmes enceintes et allaitantes qui viennent consulter pour d'autres cas en dehors de la malnutrition. Donc, toute femme qui arrive, toute femme enceinte ou allaitante et tout enfant de moins de 5 ans, quel que soit le motif qui l'amène à l'hôpital, il est obligé d'être dépisté à la malnutrition. Deuxième élément, c'est les prestations de services spécimens. Là, on a enregistré aussi beaucoup de succès, puisque au jour d'aujourd'hui, aucune prise en charge ne se fait parallèlement en dehors des structures sanitaires qui sont répertoriées dans la pyramide sanitaire du pays. Deuxième élément, c'est que la malnutrition aujourd'hui, elle est considérée comme toute autre maladie et elle bénéficie de la même attention de la part des prestataires et elle est intégrée dans la grille de toutes les maladies. Troisième élément enregistré aussi comme succès, c'est que l'apaisement, donc, et les médicaments de prise en charge de la malnutrition aiguë sont intégrés sur la liste des médicaments essentiels de la RDC, ce qui fait que normalement, ils doivent bénéficier de certaines exonérations parce que c'est des médicaments essentiels. Et enfin, nous avons cette PECIMA, les informations PECIMA qui sont directement intégrées dans le SNIS. Le SNIS, c'est le système national d'information sanitaire. Et donc, il y a au fait diminution des canevas parallèles de collecte des données PECIMA parce que tout passe par le système national d'information sanitaire. Diapo. Alors, il y a eu des facilitateurs, mais aussi des obstacles. Comme facilitateur, nous avons cette détection des cas qui est systématisée, le traitement des cas dès que le cas a été diagnostiqué. Il y a surtout la gratuité de la prise en charge de l'apaisement. Donc, tout enfant qui est malade, qui est malnutri ou une femme enceinte malnutrie ou allaitante, elle est prise en charge gratuitement dans les structures de santé. Et enfin, ce rapportage qui est intégré dans le système de santé. Alors, quelles sont les actions qui ont permis de capitaliser tous ces facilitateurs? Nous avons retenu 2, l'approche PIBIMER, que nous devons intensifier pour que nous puissions maintenir le cap, et l'approvisionnement en intrants, qui est un élément capital qui doit nous aider à maintenir tous ces facilitateurs. Sinon, s'il n'y a pas intrant, il n'y a pas quoi, tout va tomber. Diapo. Alors, les obstacles, on a retenu 4. Le premier, c'est cette absence d'harmonisation dans la prise en charge des cas masse, donc les cas sévères et les cas modérés. On se retrouve avec des structures qui prennent en charge uniquement des cas sévères et des structures qui prennent en charge uniquement des cas modérés parce que les bailleurs sont différents. Le PAM appuie les cas modérés et les autres bailleurs comme l'UNICEF et d'autres partenaires, ils appuient les cas sévères. Et même si nous avons quelques structures qui prennent en charge les cas, qui prennent en charge les cas modérés et sévères, là où l'intégration de ces volets
est complet. Les projets ont des durées différentes. Donc, vous trouverez des cas en fait, où le projet masse est plus long que le projet MAM. Eh bien, on va se retrouver toujours avec les MAM peut-être qui ne vont pas continuer à être pris en charge. Et la preuve, vous avez là des couvertures qui sont différentes. Pour la masse, on a 40,9% en 2020 de couverture interne. Et pour la MAM, on a 51,1% de couverture interne. Donc, ça pose un problème. Deuxième élément, l'équipe médicale, qui est souvent incomplet, voire absent. Donc, des projets, on les écrit, mais et à la limite, si on peut amener les médicaments pour la prise en charge des cas de malnutrition aiguë, si vraiment la molécule qui ne manque pas, c'est l'amoxicilline. Mais les autres molécules, souvent, on ne les amène pas et on se retrouve avec des problèmes, des difficultés dans la prise en charge des complications médicales à l'UNTI. Troisième obstacle, c'est le manque ou l'insuffisance du personnel qualifié et parfois peu financé, voire même démotivé dans la plupart des structures sanitaires. Donc, ça fait que lorsque ces projets de prise en charge qui sont appuyés par les partenaires prennent fin, eh bien, la poursuite, là, ça pose un problème. Il faut négocier avec les prestataires parce qu'ils pensent que c'est une surcharge, c'est une charge supplémentaire qu'on leur donne. Et enfin, nous avons cette dépendance-là au financement humanitaire, financement extérieur et des projets de courte durée, ça nous pose énormément de problèmes. Donc, si le financement extérieur cesse, eh bien, la prise en charge pour le moment risque de cesser aussi parce que le gouvernement n'a pas prévu cela dans sa ligne budgétaire. Alors, quelles sont les actions qui permettent de s'attaquer à ces obstacles? Nous avons prévu des réunions de coordination avec tous ces partenaires pour essayer de les aligner et voir comment est-ce que nous pouvons cheminer ensemble. Deuxièmement, plaidoyer pour qu'on puisse affecter un personnel de qualité, un personnel formé, un personnel qui sera aussi motivé. Donc, faire un plaidoyer pour qu'on aligne tous ces personnels là-bas à la paye du gouvernement pour que, même au départ des partenaires, même à la fin du projet, que le travail puisse continuer à se faire. Et enfin, la mise en œuvre du plan de désengagement pour permettre une pérennisation du travail après le départ du partenaire. Diapo. Alors, quelques adaptations récentes. La première, c'est l'usage de moringa. Moringa, c'est une plante qui est très riche, mais qui nous permet de prendre en charge ou de prévenir la malnutrition, et de prendre en charge les cas de MAM. Donc, nous avons 4 zones qui ont expérimenté moringa, expérimenté dans la culture, mais il y a quelques aires de santé seulement où il y a un partenaire qui a essayé de prendre en charge les cas de MAM à base de la poudre de la farine de moringa. Et nous pensons que si nous pouvons intensifier la culture et la vulgarisation de cette plante et son utilisation, nous pourrons arriver à prévenir, voire prendre en charge les cas de MAM et pourquoi pas passer à l'échelle. Deuxième adaptation, c'est l'élaboration des lignes directrices pour les actions en nutrition. Donc, en 2015, la RDC s'est dotée des lignes directrices, mais ça a été revu en 2019. Et dans ces lignes directrices, et ce qui reste, c'est vulgariser ces lignes directrices pour que tous les partenaires puissent s'aligner aux directives du pays. Et enfin, c'est cette mise en œuvre de l'approche primaire, nous pensons que ça pourra peut-être nous aider à passer à l'échelle, à recruter aussi beaucoup de CAMAS, et parce que nous l'avons expérimenté jusque-là, il faut le dire, au Tanganyika, nous l'avons expérimenté dans 4 aires de santé seulement, contre 264 aires de santé qui comptent la province. Et donc, si nous pouvons passer à l'échelle, aller essayer de couvrir, si pas toutes les zones de santé, la plupart des zones de santé, avec cette approche, nous pensons que nous pourrons
prochaine diapo. Alors, quels sont les engagements pris actuellement, les engagements pris par le gouvernement pour que nous puissions lever les obstacles et passer à l'échelle? Nous avons le protocole PECIMA simplifié. Au fait, ce protocole, chez nous, au Tanganyika, nous ne l'avons pas expérimenté, mais il est expérimenté dans d'autres provinces du pays. Nous pensons qu'après l'expérimentation et que l'on peut l'étendre à toutes les provinces, ça pourra nous aider à limiter la surconsommation des intrants par les bénéficiaires. Deuxième engagement, c'est l'utilisation des alternatives locales, comme la poudre de moringa, comme la pâte d'arachide, comme d'autres aliments qui existent dans le pays. Ça pourra nous aider à utiliser ça lors des ruptures des intrants conventionnels comme les ATPE pour garantir un accès à tous au traitement contre l'émaciation. Et enfin, le pilotage de l'approche PIBIMER, parce que cette approche permet de détecter précocement les cas de masse, d'alléger le travail du relais communautaire, ce qui va résoudre la question de motivation et aussi réduire le risque de propagation du COVID-19 dans la communauté. Alors, quelles sont les capacités et les ressources qui manquent au gouvernement pour passer à l'échelle? On en a retenu deux grands. Nous avons le financement qui est quasi inexistant dans les activités, donc pour les activités PECIMA seulement, et pas seulement PECIMA, mais des activités de nutrition en général. Donc, il n'y a pas une ligne budgétaire retracée, soit au niveau du pays, soit au niveau du gouvernement provincial, une ligne retenue pour les activités, pour le financement des activités PECIMA, et la motivation trop faible des prestataires. Parce que si on motivait les prestataires, nous pensons que nous pouvons résoudre le problème de prestation, le problème de motivation, le problème de réclamation de cette motivation par les staffs des structures de santé. Alors, quant à moi, je vous remercie. Je pense que s'il y a des questions d'éclaircissement, nous les attendons. Je passe la parole au docteur Até du Niger pour la suite du programme. Bonsoir à tous. Docteur Até Sanoussi, je suis de la direction de la nutrition du ministère de la Santé publique du Niger. Je suis le chef de division prise en charge des troubles nutritionnels. Donc, je vais partager avec l'étude de cas Niger, le passage à l'échelle des services de prise en charge de l'émaciation, quels sont les facteurs facilitateurs et les obstacles. Diapo. Donc, un peu l'aperçu de la charge de l'émaciation au Niger. Et donc, quand on regarde la diapo, on constate que depuis 2010, le taux de l'émaciation est resté élevé au Niger. Donc, la malnutrition globale est constamment élevée. Et sur les 10 ans, le taux dépasse les 10%, même en année normale. Et il y a eu aussi des années où on a eu des urgences nutritionnelles, en 2005, 2010, 2015 et 2018, où le taux a dépassé les 15%. Toutes les régions sont touchées. Cependant, les régions de Zender et de Maradi et de Tawa sont les plus touchées par cette émaciation. Diapo. Maintenant, par rapport à la couverture et la qualité du service de prise de l'émaciation. Donc, nous avons récemment effectué une évaluation de 10 ans de 10 cette analyse nous a permis de constater que environ 350 enfants sont pris en charge
Et maintenant, les enquêtes de couverture qui ont été réalisées, il faut noter que c'est des enquêtes parcellaires sur des strates qui sont différentes, et surtout en milieu rural. Donc la couverture n'a guère dépassé les 50% pour les meilleures enquêtes. Donc diapo. Maintenant, quels sont les facteurs de réussite? Les principales réussites, c'est surtout les services de gestion de l'émaciation qui sont disponibles sur toute l'étendue du territoire, dans tous les districts. Donc, et ça, c'est en tant que composante essentielle des services de santé, c'est-à-dire au niveau de chaque district, chaque formation sanitaire. Donc, elle propose les services de prise en charge de l'émaciation, que ce soit les sévères ou bien les modérés, les sévères et les modérés en même temps. On a aussi l'approche Simam Surge, donc, qui a débuté au Niger depuis 2014. Donc, actuellement, elle est mise en œuvre au niveau des 5 régions du pays, à savoir la région de Tawa, qui était la région où l'expérience a commencé, Tillabéri, Zender, Maradi. Donc, ce sont les régions où cette stratégie est mise en œuvre. Actuellement, on a rédigé un document pour la mise à l'échelle de l'approche et le document est en cours d'adoption au niveau du ministère de la Santé. On a aussi la stratégie PVMR, donc qui est aussi mise en œuvre, mise à l'échelle, sauf au niveau de la région d'Agadez. Donc là aussi, on sait que l'expérience a commencé au niveau de la région de Zender et actuellement, elle est mise, cette approche est mise à l'échelle au niveau de toutes les régions, sauf une seule qui est Agadez. Et c'est une stratégie qui permet aux maires de prendre le PV et de détecter précocement les enfants malnutris pour se rendre au niveau des formations sanitaires pour une prise en charge précoce. Diapo. Quels sont les facilitateurs et les obstacles? C'est-à-dire que je le disais tout à l'heure, nous avons eu à faire une évaluation de 10 ans de la PECIMA et nous avons identifié quelques facteurs qui ont été des facilitateurs de l'intégration de la PECIMA. Donc, par rapport à la gouvernance et au leadership, donc, nous avons constaté que l'intégration est atteinte parce que la PECIMA est intégrée dans tous les documents de politique au niveau national, que ce soit les plans de développement économique et social, les plans de développement sanitaire, l'initiative 3N, les Nigériens, les Nigériens, la politique de sécurité nutritionnelle. Donc, tous ces documents stratégiques donc, ont intégré la prise en charge de la malnutrition. Et aussi, au niveau opérationnel, donc nous avons des agents qui sont des nutritionnistes qui sont positionnés au niveau des régions et qui assurent l'intégration de la PECIMA dans les différentes planifications. Il y a aussi l'information sanitaire, donc ici aussi le degré d'intégration est atteint et toutes les données de la PECIMA sont intégrées dans le système d'information sanitaire du pays. Donc on a une seule source de données, il n'y a pas de données parallèles actuellement. Tout celui qui veut les données, on fait l'extraction, on fait l'analyse et on remet à celui qui veut l'exploiter. Maintenant, il y a des domaines où on pense que ça a quand même besoin d'être renforcé. C'est le finance, c'est les ressources humaines, les médicaments et fournitures, les prestations de services et les communautés. Diapo. Diapo. Voilà. Donc ça, j'ai déjà parlé de ça, les facteurs de succès. Les facilitateurs, c'est surtout la gouvernance et le leadership. Maintenant, les obstacles, c'est surtout les financements. Bien que l'émaciation est intégrée dans les stratégies et les politiques du MSP, le pays n'a pas encore de solution pour le financement durable du traitement de l'émaciation, les principaux coûts étant les ATPE, qui représentent environ 70% du budget et assurés en grande partie par les agences telles que l'UNICEF et les PAM. Donc, récemment, nous avons élaboré une feuille de route en 2020 pour voir dans quelle mesure
cette transition de financement de la prise en charge des acteurs humanitaires vers l'État sera assurée sur un horizon de 10 ans, jusqu'en 2029. Maintenant aussi, un deuxième obstacle, c'est surtout les ressources humaines. Donc, bien que les soins primaires de la nutrition sont intégrés au service de santé, les infirmiers qui sont en fonction, qui sont formés, mais on a encore quelque chose qui constitue un obstacle, c'est surtout le développement des capacités de gestion de l'émaciation qui est insuffisante, qui est insuffisamment intégrée dans les formations initiales des prestataires de santé. Donc, de telle sorte que les prestataires qui sont recrutés ont besoin d'une mise à niveau une fois sur le terrain. Donc, il faut que cette formation continue soit organisée par le MSP, 2 fois avec le soutien des agences des Nations Unies ou des ONG pour leur permettre d'être opérationnels. Le troisième point, c'est les médicaments, les fournitures et les infrastructures. On sait l'ATP est inscrit inclus dans la liste des médicaments essentiels génériques pour le Niger. Et cependant, sa fourniture a été toujours parallèle aux médicaments et aux fournitures essentielles. Parce que son financement et d'autres fournitures pour la nutrition est essentiellement assuré par l'UNICEF et le PAM. Donc, en outre, il y a aussi des problèmes de mise en place de ces ATPE, donc du niveau des CSI, des districts vers les CSI, et que, bon, jusqu'à présent, ce financement, comme je l'ai dit, est assuré par les agences des Nations Unies. Maintenant, en 2020, le ministère, en collaboration avec les principales parties prenantes, a élaboré un plan qui détaille la fourniture des médicaments et des produits essentiels par le gouvernement du Niger, depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison au niveau des CSI. Donc, ce plan est en train d'être testé au niveau de la région de Maradi, au niveau des 6 districts, donc, et c'est soutenu par l'UNICEF et le PAM. Pour ce qui est de la prestation des services, on sait qu'au Niger, le traitement est intégré dans le service de santé, mais il est possible d'améliorer les soins holistiques de l'unité de soins aux enfants afin qu'il n'y ait pas d'occasion manquée de soins. C'est-à-dire lorsqu'un enfant accède au traitement de l'émaciation, donc il ne faut pas qu'il accède aux soins des services de santé, il ne faut pas qu'il y ait des occasions manquées. On sait que les services de traitement de l'émaciation se fait au niveau de toutes les formations sanitaires, mais la couverture est de 51% de la population totale. Donc, on a qui ont un accès acceptable aux établissements de santé, ce qui limite quand même l'accès au traitement de nombreux enfants. En outre, la disponibilité des ATP ou d'autres produits pour la gestion de l'émaciation modérée surtout, n'est pas constante d'une année à une autre et n'est pas aussi sur toute l'étendue du territoire parce que sur les 8 régions, il n'y a que 5 où c'est effectif. Maintenant, pour ce qui est de l'obstacle communautaire, on sait que le diagnostic au niveau communautaire s'est fait par les relais, mais aussi par les maires. Les maires à travers le PB Mère Famille et aussi certains relais communautaires. Donc, ce sont des relais ICCM, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore de compétences pour traiter l'émaciation. Donc, voilà un peu les obstacles au service de prise en charge et les facteurs favorisants. Diapo. Maintenant, quelles sont les adaptations récentes de ces services de prise en charge? Donc, je le disais, d'augmenter les dépistages actifs par les maires, donc avec une prise en charge dans une mise à l'échelle dans toutes les régions actuellement, à l'exception de la région d'Agadez, comme je le disais. Donc, cette stratégie va permet aux maires, parce qu'on l'a déjà mis à l'échelle dans les régions, elle permet aux maires de détecter très tôt les enfants et de se rendre au niveau des formations sanitaires. Donc, ça a quand même amélioré le PB médian à la prise en charge. Maintenant, il y a aussi le CIMAM Surge appliqué à la nutrition.
qui est mis à l'échelle de 5 régions. Et cette année aussi, on va aller au niveau des CRENI de tout le pays avant d'aller vers l'échelle des CSI. Et donc là aussi, ça permet aux formations sanitaires de réagir aux différents pics et de s'adapter en fonction de leurs besoins, donc avec leurs propres données. Donc on a vu l'engouement que ça a suscité et nous pensons que ce sont des initiatives novatrices qui vont améliorer certainement la qualité de prise en charge. Maintenant, il y a aussi les dosages combinés et réduits des ATPE. Nous sommes en train actuellement de tester des protocoles simplifiés, pilotés au niveau du district de Myria par le gouvernement et à Lima. On a commencé les inclusions le 22 mars. Et nous pensons que les tests, on a fait un premier test de faisabilité en 2019 et maintenant nous sommes en train de passer au niveau des 4 formations sanitaires et les résultats probablement vont nous permettre la simplification du protocole. Ça va beaucoup améliorer peut-être la charge du travail parce que quand on voit la charge des enfants, des admissions des malnutris au niveau du Niger et on voit on dit le nombre du personnel, on sait que la charge de travail est énorme. Diapo. Diapo. Maintenant, comment aller de l'avant? Engagement pour augmenter les charges, pour aller à l'échelle des services de prise en charge de l'émancipation. Donc, on sait qu'on a quand même des problèmes d'approvisionnement, le pays étant vaste. Et donc, l'amélioration, nous pensons, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique pour l'achat et la livraison des ATPE, ça va nous permettre de limiter des ruptures de stock. Donc, nous sommes actuellement en train de tester au niveau des 6 districts du pays comment le gouvernement peut assurer l'approvisionnement de ces intrants thérapeutiques. Maintenant, il y a aussi l'adoption de la stratégie nationale pour l'extension du CIMAM-SERGE et le pilotage aussi d'un SERGE santé plus large. Donc actuellement, nous sommes en train, en plus du CIMAM-SERGE appliqué à la nutrition, d'aller vers un SERGE santé, donc un pilotage au niveau de la région de Tawa, où nous avons inclus d'autres morbidités, comme le paludisme, pour voir comment les communautés et les services de santé peuvent travailler ensemble pour supporter, en cas de pic, la charge de travail sans pour autant détériorer la qualité de la prise en charge. Il y a aussi l'adoption de la stratégie PVMR qui va contribuer à promouvoir l'identification précoce des cas, mais aussi le ministère de la Santé publique souhaiterait aussi que des investissements innovants et efficaces dans la prévention de la malnutrition soient intensifiés afin de réduire les besoins globaux de services de traitement de l'émancipation. Donc là, le gouvernement est en train de négocier avec d'autres bailleurs, notamment le GFF, pour voir comment on peut investir dans les activités de prévention afin de voir comment, dans quelle mesure, on peut tarir les faux de ces enfants. Il y a beaucoup d'initiatives aussi de pilotage, des initiatives dans le cadre de prévention de la malnutrition qui sont en train d'être testées au niveau du pays. Diapo. Diapo, ok, merci. Nous sommes à la fin de la présentation. Donc, nous vous remercions et nous sommes disposés pour échanger sur certains aspects que nous n'avons pas pu développer. Donc, on s'excuse, on sait que la qualité de notre connexion n'est pas bonne. De temps en temps, je sais que je suis coupé, mais ceux qui ont des questions, donc on peut bel et bien répondre dans le chat. Merci. À vous. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à Dr John Mugunga et Dr Sanoussi Até pour leur présentation très intéressante. Donc, il a été très intéressant de voir que la DRC comme le Niger font face à des challenges importants, des caseloads et des prévalences de malnutrition qui sont élevés.
avec des problèmes de difficulté à financer sur le long terme la malnutrition, ce qui a un impact sur l'approvisionnement en entrant avec des ruptures, mais c'est aussi sur la disponibilité de ressources humaines formées et motivées. On note cependant qu'il y a quand même un fort leadership et une intégration de la malnutrition au niveau du système de santé, que ce soit pour la gestion des entrants ou la gestion des données. Donc, beaucoup de choses positives, mais encore beaucoup de challenges à adresser. Quelques questions qui sont revenues. La première question est pour vous, docteur Mugunga. On a noté dans la première slide que vous avez présentée une croissance très élevée des admissions. Et on voudrait savoir, est-ce que vous pensez que cette croissance, cette augmentation des admissions est liée à une augmentation de la couverture géographique, c'est-à-dire le nombre de centres de santé, ou alors est-ce que c'est lié plutôt au fait d'augmenter le nombre d'agents de santé, ou les deux? Pour vous, quels ont été les facteurs qui justifient cette augmentation? En plus, donc, de peut-être la prévalence de la malnutrition qui a oscillé, et comment la couverture a évolué entre 2019 et 2020? Merci. On répond directement, je pense. Allez-y, oui, merci. D'accord. Donc, en 2020, on a senti effectivement cette explosion des admissions par rapport aux années précédentes. Et j'ai dit, la première raison, peut-être qui n'est pas la plus valable, c'est cette couverture géographique. Nous avons eu 11 zones sur 11, donc 100% des zones de santé ont fait la PCIMA en 2020. Il y a certaines qui ont fait la PCIMA au premier semestre, le projet s'est terminé et la PCIMA s'est arrêtée parce que pas d'approvisionnement en intrant, tout s'arrête. Eh bien, ça s'arrête là, mais en 2020, nous avons eu 11 zones sur 11 qui ont fait la PCIMA. Première raison. Deuxième raison, c'est que parmi les 11 zones, il y a eu en tout cas environ 7 zones de santé qui ont eu des projets, qui ont été appuyés. Des projets qui ont pris 11 mois, 12 mois. Et donc, c'est vraiment cet appui là-bas fait que ces zones de santé, que nous ayons effectivement des zones de santé, donc toutes les zones de santé qui ont été, en fait, qui ont fait la PCIMA. Mais les zones de santé qui n'étaient pas appuyées ont reçu les intrants de l'UNICEF. Ce qui a fait qu'ils ont quand même pris en charge, mais c'est peut-être au deuxième ou second semestre qu'il y a eu rupture en intrants et que la prise en charge a pu cesser. La troisième raison, c'est que les autres années, au sein des zones de santé, et la couverture interne n'était pas très améliorée. On était autour de 20% de couverture interne, donc sur 20 ou 25 aires de santé, on avait 3, 4 ou 5 aires de santé qui faisaient la PCIMA seulement dans une zone de santé. Mais en 2020, la politique, nous l'avons essayé de changer un peu. On a discuté avec les partenaires pour essayer d'accroître l'efficacité des services de prise en charge. Et donc, on a demandé à tous les partenaires, aux partenaires, aux bailleurs, s'ils pouvaient financer une zone, lorsqu'on prend une zone de santé, qu'on la finance globalement, qu'on appuie toutes les aires de santé. C'est ainsi qu'on a eu aussi, au cours de 2020, en tout cas pas moins de 5 zones de santé qui ont eu à prendre en charge les enfants de toutes les aires de santé. Donc, il y a eu amélioration de la couverture. Santé qui ont pris en charge. D'accord, merci beaucoup, docteur malnutris. Donc, ce sont là les 3 ou 4 raisons qui ont milité que nous puissions avoir cette explosion de cas d'admission en 2020, bien sûr. Merci beaucoup, docteur Mugunga. C'est très intéressant de noter que la couverture s'est beaucoup améliorée avec une augmentation notamment de la couverture géographique, le nombre de centres, mais aussi la présence d'acteurs internationaux. Donc, comme ce que vous l'avez dit, c'est-à-dire que dès que les acteurs partent, les financements partent et on se retrouve avec une couverture qui diminue. Maintenant, j'aurais une question en parlant justement de challenges liés aux entrants.
Vous avez tous les deux mentionné les problèmes de rupture. Quelles sont les molécules qui manquent spécifiquement dans vos zones respectives? Je vais peut-être commencer par le docteur Sanoussi, si vous nous entendez. Ok, merci pour la question. J'ai bien entendu la question. C'est juste, on a parlé des problèmes de rupture qui sont fréquentes, surtout au niveau des formations. Les ruptures, en fait, c'est des ruptures chez nous. Les approvisionnements sont assurés par l'UNICEF. L'UNICEF paye les intrants, il les met à la disposition du gouvernement jusqu'au niveau des districts. Maintenant, quand c'est l'approvisionnement du district vers les formations sanitaires qu'ils utilisent, vers les CSI. Donc, c'est là où on a le depuis les années antérieures. Donc, c'est surtout les ATPE où on constate qu'il y a ces ruptures, mais aussi, deux fois, le traitement médical systématique, c'est-à-dire les antibiotiques, les antiparasitaires et autres traitements systématiques. Et c'est surtout des choses liées à l'approvisionnement secondaire. C'est pour cela que je disais que le gouvernement, sachant que ce problème perdure, a élaboré un plan d'approvisionnement par le ministère de la Santé. Ah, nous avons quelques petits problèmes de connexion. Docteur Athé, vous nous entendez toujours? Ah, nous avons malheureusement perdu Docteur Athé. Donc, il parlait justement des différentes molécules qui manquent, mais de la volonté du gouvernement d'avoir un plan d'appui. Docteur Mugunga, de votre côté, au niveau de votre zone d'intervention, quelles sont les molécules qui sont le plus souvent en rupture? Merci pour la question. En fait, chez nous, c'est toute la gamme plein pays. Elle est fréquemment en rupture, surtout quand il n'y a plus de projet. Donc, lorsque le projet arrive, il vient avec tous les intrants, bien sûr, et avec des petits problèmes sur les médicaments. Mais lorsque le projet s'arrête, il s'arrête aussi avec les intrants. Donc, il n'y a pas vraiment une continuité et ça nous pose énormément de problèmes. Donc, cette année, par exemple, nous avons des zones qui n'ont pas d'intrants. Donc, les zones évoluent comme ça. Il n'y a pas la prise en charge parce que ce sont des zones, si pas orphelines, mais c'est des zones où il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de partenaires qui appuient là-bas. Donc, ça nous pose énormément de problèmes. Donc, cette gamme plein pied, donc que ça soit le plein pied simple, plein pinat, tout ça, bon, et ça nous pose énormément de problèmes, mais aussi les médicaments essentiels génériques. Donc, ces médicaments qui sont utilisés dans la prise en charge de façon soit spécifique, soit systématique, ça pose énormément de problèmes. Et là, c'est dans toutes les zones. Parce que même dans les zones de projets, et rares sont les projets qui reprennent pratiquement tous les médicaments, en dehors de l'amoxicilline, que je vois qui est quand même apporté. Et les partenaires qui apportent aussi tous les médicaments, c'est plutôt des partenaires qui ne prennent pas aussi, qui ne prennent pas aussi beaucoup d'aide de santé en charge. Donc, la couverture de leurs services est trop faible, mais ils amènent quand même un appui qui est complet. Donc, on a les intrants, les médicaments de qualité qui sont là. Nous avons le cas des médecins du monde qui est là. Et vous avez, par exemple, IRC qui est là. Dans leurs aires de santé, pas des zones. Ils interviennent seulement dans les aires de santé, quelques aires de santé, dans une zone. Alors, dans leurs aires de santé, on ne sent pas des problèmes de médicaments parce que tous ces médicaments sont apportés. Donc, et au niveau de l'UNTI, on a ces problèmes-là aussi de l'aide thérapeutique. F100, que ce soit F75. Donc,
sincèrement, au jour d'aujourd'hui, toutes les zones où il n'y a pas de projet, nous ne trouvons pas l'F100. On n'a pas l'F75. Et pourtant, nous avons des cas. Nous avons des enfants, ceux qui naissent avec de faibles poids de naissance, qui nécessitent qu'on les prenne en charge correctement. Mais ils se meurent de soi-même parce qu'il n'y a pas d'intrants. Donc, on revient encore sur la question de la dépendance au financement extérieur, notamment au DRC. Une autre question pour vous, Dr Mugunga. Vous parliez notamment des enfants de moins de 6 mois. Nous avons une question sur le fait de, est-ce que, hypothétiquement, si on se focalisait, pensez-vous que si on se focalisait sur la prise en charge et la prévention de la malnutrition in utero, donc sur la période pas des 1000 jours, mais des 600 jours, c'est-à-dire pendant la grossesse et pendant les 6 premiers mois de l'enfant, est-ce que c'est quelque chose qui permettrait d'adresser le caseload très élevé de malnutrition en DRC? Pensez-vous que cela doit être une priorité? Je pense que ça doit être une priorité. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de se battre avec le développement de l'ange, tout ça, que ce soit en urgence ou en développement, pour que nous puissions arriver à limiter tous ces problèmes-là, parce que lorsque vous avez des enfants qui naissent avec un poids très faible, donc moins de 2,5 kg, c'est déjà une malnutrition qui commence et vous voyez les conséquences sur le développement du cerveau. Donc nous pensons que le gouvernement et même les bailleurs, si vraiment ils peuvent se focaliser sur le financement des activités pour prévenir. D'accord. Dr Mugunga, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. D'accord, super. Merci pour la question. Bon retour avec nous, Dr Até. Je sais que la connexion au Niger n'est pas très bonne en ce moment. Alors, une question pour tous les deux. Vous avez tous les deux parlé d'innovation, notamment de protocoles simplifiés, de CIMAM Search, de Family MUAC, etc. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous pensez que ces protocoles simplifiés doivent être passés à l'échelle et quel est le niveau d'adoption à l'heure d'aujourd'hui des gouvernements? Est-ce que pour ce qui est de la simplification du protocole, par exemple, cela fait partie des politiques gouvernementales? Donc, je vais laisser Dr Mugunga répondre et Dr Até, si vous pouvez compléter pour le Niger après. Oui, je pense que tous les protocoles, c'est une priorité pour le gouvernement. Et comme il est en expérimentation, dès que les résultats sont approuvés par le Programme national de nutrition, eh bien, on va adopter ce protocole, on va l'adapter aux réalités du pays et on va le vulgariser dans tout le pays. Et nous qui sommes en province, nous serons obligés de pouvoir l'appliquer. Donc, pour nous, on est en discussion avec le niveau central. Donc, je pense que c'est une priorité pour le pays. Et nous pensons qu'on pourra peut-être passer à l'échelle d'ici, si pas au début, en fait, au début du second semestre, peut-être vers la fin du second semestre, on pourra déjà passer à l'échelle avec ce protocole simplifié que moi, je pense qu'il peut être une des solutions pour la gestion des intrants qui nous posent déjà des problèmes à ce jour. Voilà, ça c'est pour ma part. D'accord, merci Dr Mugunga. Docteur Até, la même question, c'est-à-dire quel est le niveau d'adoption du protocole simplifié au niveau du gouvernement? Et j'en profite pour ajouter une autre question, toujours en ligne avec les protocoles simplifiés. Est-ce que vous pensez que la prise en charge de la malnutrition au niveau communautaire, donc ce qu'on appelle la CCM malnutrition ou SCCM+, peut être une solution pour gérer les caseloads énormes que l'on voit notamment sur les zones de Tawa ou Tillabéri? Ok, merci pour les questions qui sont très pertinentes. Je peux dire que oui, les protocoles simplifiés sont des priorités parce qu'on sait que la prise en charge de la malnutrition au niveau des structures de santé, elle est très complexe et la charge de travail, elle est énorme, surtout pour nous qui avons chaque année
des centaines de milliers d'enfants à prendre en charge. Donc c'est pour cela qu'on est allé vers le pilotage, ou bien pour avoir, comment on dit, des preuves dans la simplification de ces protocoles. Donc une fois les études sont concluantes, on va voir comment on peut l'intégrer dans les protocoles. Habituellement, quand nous révisons les protocoles, nous nous servons aussi des recommandations de l'OMS, mais aussi des évidences, des preuves que les acteurs terrains apportent pour nous permettre de faire des adaptations localement. Et c'est pour cela on est en train de tester le protocole simplifié, non seulement à Myria, mais aussi en zone de conflit, notamment à Difa, au niveau de Ningimi, où je vais rebondir sur la prise en charge de la malnutrition par les relais communautaires. Là-bas, on est en train de tester, puisqu'on sait qu'au niveau du pays, on a une multitude de cases de santé qui sont gérées par les agents de santé communautaires qui ne sont pas des agents de santé qualifiés. Donc, au niveau de Ningimi, nous sommes en train de tester aussi le protocole simplifié qui est utilisé par les agents de santé communautaires. Pour rappel, Ningimi, c'est la zone de Difa où c'est une zone de conflit où on sait que l'accès aux formations sanitaires est difficile, surtout en zone de conflit. Donc, rapprocher plus les intrants ou bien l'offre de services de prise en charge vers les communautés à travers les relais ICCM nous semble la meilleure option pour gérer la multitude des cas. Nous avons eu à tester cela en zone normale, notamment au niveau d'un district de la région de Maradi, au niveau des 10 cases, et nous avons vu que, ça c'était avec ACF, nous avons vu que ça a quand même une valeur ajoutée sur la réduction et surtout de la charge de travail. Et on a aussi vu la qualité de la prise en charge, que ça soit fait par un agent de santé communautaire ou bien par un agent de santé qualifié, et n'a pas beaucoup de différence. Je pense que dans l'avenir, ce sont peut-être les options qui vont nous permettre de mieux gérer les cas de malnutrition, les nombres de cas qui sont élevés, non seulement en zone de conflit, ça va permettre de rapprocher, mais aussi en zone de non-conflit, ça va un peu diminuer comment on dit, la pression sur les formations sanitaires. Maintenant, il y a des défis aussi qu'on avait soulignés, parce qu'on sait que notre pays il est vaste. On sait que aussi l'approvisionnement en forme de formation sanitaire en intrant est très difficile parce que le pays étant très large. Et ça, c'est vraiment un défi, non seulement pour faire le suivi de ces formations sanitaires, mais aussi en termes d'approvisionnement de ces formations sanitaires. Voilà ce que j'ai à dire. Et merci pour les questions. C'était très intéressant de parler de ces deux options. Merci. Merci beaucoup, Dr Raté, et encore merci à vous deux donc pour ces présentations très intéressantes. Donc, on retient qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement de continuer à appuyer la prise en charge de la malnutrition, de bouger vers l'adoption d'innovations. Donc, beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses, et on espère seront concrétisées. On note que la dépendance au financement extérieur reste malheureusement un des plus gros challenges, notamment en DRC. Donc, encore merci pour le travail, merci pour les présentations que vous nous avez données. Je remercie tous les participants qui sont venus. Je sais que certaines questions n'ont malheureusement pas pu être répondues. Je vous encourage à ne pas hésiter à contacter Dr Mugunga et Dr Até pendant le reste de cette conférence. Vous avez les moyens donc de les contacter via la plateforme. Maintenant, nous allons aller vers une pause de 10 minutes et nous nous retrouverons pour un panel d'ici une vingtaine de minutes. Encore une fois, merci à tous et je vous souhaite donc une bonne fin de matinée ou fin de journée selon où vous êtes.